Bonjour et bienvenue dans notre émission Parlez-vous public, une émission proposée par VECA avec le soutien de la Casden Banque Populaire, la banque coopérative de la fonction publique. Le principe est simple, un thème, 3 invités et mes questions. Pour cette émission, nous avons choisi de tenter ensemble de répondre à la question « Un agent public est-il un citoyen comme un autre ?» Si cette question résonne avec une récente actualité politique et trouve aussi certaines réponses dans des textes et dans le statut, nous ne sommes ensemble ni pour une émission politique, ni pour un décryptage juridique, mais pour confronter des points de vue, voire ouvrir des perspectives. Et nos invités, membres de collectifs, de cercles de réflexion ou de think tanks, ont en commun de prendre collectivement sur leurs agendas le temps de la réflexion et du recul, et de les partager via leurs interventions ou leurs publications. Ce qui explique leur présence, invités que je m'empresse de vous présenter. Virginie Aldric, bonjour. Bonjour. Vous êtes DGS du Conseil départemental du Var, membre du Cercle des acteurs territoriaux, un cercle qui rassemble 30 membres qui s'applique à mieux comprendre et anticiper les impacts des mutations de notre société sur l'action publique, qui publie de nombreux travaux, j'en cite 2 parmi d'autres, qui requestionnent aujourd'hui notre sujet, un sur la loyauté et un autre sur le sens de l'intérêt général. Marie Plat, vous êtes chargée de mission climat en collectivité, membre du collectif Nos services publics. Ce collectif met les agents en lien et porte la parole de ces derniers dans le débat pour raconter le fonctionnement et les dysfonctionnements des services publics. Je cite une publication fin septembre que votre collectif a fait, qui est le second rapport sur l'état des services publics. Bonjour Marie. Bonjour. Bastien Talloc, membre du collectif Sens du service public. Ce collectif, je cite, soucieux de moderniser l'administration pour rendre meilleur service aux usagers, sans laisser personne au bord de la route. Parmi vos dernières interventions, ou plutôt publications, en juin dernier, une note état de droit, que peuvent les agents publics, et puis, peut-être un peu plus ancien, un guide du devoir de réserve et de la liberté d'expression des agents publics. Bonjour. Bonjour. Je vais peut-être commencer par vous, Virginie Aldric. En préparant cette émission, vous avez une expression que j'ai eu envie de reprendre sous forme de question. Vous me disiez qu'un agent public est un citoyen augmenté par nature, mais aussi un citoyen nuancé. Qu'est-ce que vous voulez dire derrière ces 2 qualificatifs ? Alors, citoyen augmenté, un peu par référence, effectivement, à une forme de transhumanisme qui est de bon ton dans la société aujourd'hui, mais de façon plus claire, le fait de dire que c'est un citoyen à part entière, doté des mêmes droits que n'importe quel citoyen, mais qui, en plus, a accès à un niveau de compréhension, d'information, de mise en perspective de tout un ensemble de sujets, notamment sociétaux, qui lui donne la possibilité d'exercer une responsabilité d'agent public en capacité, dans son cercle amical, familial, de décrypter un certain nombre d'éléments qui doivent pouvoir permettre à l'ensemble des citoyens, pour le coup qu'ils soient agents publics ou pas du tout, de mieux lire ce que c'est que les politiques publiques, comment on les exerce et comment finalement le travail qui est réalisé par l'ensemble des agents publics apporte une plus-value à la société. Mais pour autant, effectivement, cette responsabilité ou cette capacité supplémentaire qui est accordée aux agents publics ou qu'ils exercent de fait doit être nuancée. Alors bien évidemment, ça fait référence à l'ensemble des éléments du statut qui poussent à ce que nous exercions nos métiers dans un cadre défini, avec des droits et des devoirs. Mais cela nous confère également l'obligation, et pas seulement parce que les réseaux sociaux se sont imposés dans nos vies à tous, cela nous impose effectivement l'obligation d'avoir un propos qui soit distancé, nuancé, et qui, s'il ne nous prive en aucune façon de nos libertés d'opinion, prennent de la distance en permanence et permettre justement une meilleure compréhension du monde dans lequel on évolue, qu'on soit agent public, pas agent public. Marie Plat, Bastien Talloc, j'avais envie de vous poser la même question.
On est en 1983, le statut garantit la liberté d'opinion des agents publics. À l'époque, Anicet Leport, ministre de la fonction publique, avait une formule en disant c'est un tournant entre la fin du fonctionnaire sujet et l'avènement du fonctionnaire citoyen. Aujourd'hui, on est 40 ans plus tard, et tout le monde sent bien toujours le comprendre à la bouche, le mot devoir de réserve, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de confusion, enfin de choses pas claires dans la compréhension de ce qu'est le devoir de réserve? Marie Plat. Je pense que c'est important de replacer cette histoire de devoir de réserve dans une temporalité un peu plus longue et qui va même au-delà de ce dont on avait parlé du premier statut sous Vichy et puis des statuts de 46 et de 83, mais plus largement, il y a une tension très forte entre la liberté et l'obéissance des fonctionnaires. Et ça date de avant l'existence d'un statut. Moi, j'ai relu des débats à la fin du 19e siècle sur est-ce que les fonctionnaires auraient le droit de se syndiquer au nom du fait que ça les mènerait à être dans des corporations qui seraient distantes de l'intérêt général, qui lui serait par nature évident, et d'une volonté effectivement d'avoir une mainmise directe sur les agents et sur l'exercice de leurs fonctions. Donc cette tension-là, elle est historique, elle remonte à il y a longtemps, et c'est important de se replacer, et on en reparlera un peu plus longuement plus tard, mais dans plus récemment l'adoption d'un premier statut unifié de la fonction publique qu'on a tendance à oublier, mais qui a eu lieu sous Vichy, et qui était un statut qui martelait l'autorité, la hiérarchie, l'obéissance des fonctionnaires. Exécutant entièrement. Et en 46 puis en 83, il y a de nouveaux termes qui sont repris dans les statuts, et notamment celui donc dans le statut de 83, d'abord des garanties et ensuite des obligations des fonctionnaires. Et la première des garanties, c'est la liberté d'opinion. Et c'est essentiel de prendre ça en compte en premier lieu. Et ensuite, le devoir de réserve, c'est quelque chose de jurisprudentiel, construit donc par divers procès, qui est extraordinairement flou, dont la seule chose qu'on peut retenir, c'est il impose une modération dans les propos exprimés par les fonctionnaires qui croient avec le niveau d'exposition de la prise de parole et avec le niveau de responsabilité du fonctionnaire, avec des statuts spéciaux pour les magistrats et les militaires notamment. Je ne peux pas expliquer l'évolution, si ce n'est que de dire que la règle a plutôt été à museler la parole des fonctionnaires plutôt qu'à l'autoriser, de longue date. Et en revanche, la seule chose que je peux mesurer ici, c'est le risque que ça représente que de marteler devoir de réserve, devoir de réserve, devoir de réserve. C'est de effectivement museler une parole des agents alors qu'elle est d'utilité profondément publique et démocratique. Et je prendrai un seul exemple. C'est une tribune de 2000 soignants en octobre 2023 qui disent « Patients, nous vous trions ». Sans la prise de parole des fonctionnaires, sans la prise de parole des agents publics, nous ne saurions pas l'ampleur de la dégradation des services publics. Et il est vital qu'ils et elles puissent continuer de nous informer. C'est intéressant sur ce sujet. Est-ce que vous retrouvez dans les mots muselé, flou ? En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'on voit bien qu'il y a un équilibre entre, effectivement, les droits et les devoirs des agents publics. Et ce qui aujourd'hui est un vrai risque, alors j'aurais pas non plus évidemment la prétention d'expliquer savamment quelles sont les tendances qui fait qu'on en est arrivé là, mais il y a deux phénomènes quand même qu'on perçoit et qu'on a perçu d'ailleurs à l'occasion du débat que nous avons eu cet été. D'une part, c'est quand même une méconnaissance persistante en fait des droits et devoirs des agents publics, y compris d'ailleurs chez les agents publics eux-mêmes, et souvent d'ailleurs dans le sens d'une autocensure excessive par rapport à la lecture qui peut en être faite. Et ça c'est assez insidieux parce que sur cette méconnaissance persistante peut venir prospérer des discours d'intimidation. On a vu un certain nombre de responsables publics, effectivement, n'avoir que le mot devoir de réserve à la bouche. Et en plus, en procédant à un dévoiement de ce principe, c'est-à-dire en le présentant quasiment comme une interdiction absolue d'expression et d'opinion des agents publics, ce qui n'est absolument pas, parce que comme Marie Plat l'a rappelé, l'appréciation du devoir de réserve est circonstanciée. Et ça, il faut le rappeler. D'ailleurs, on pourrait même pas en faire une définition générale parce qu'elle correspond finalement à chacun des postes et à chacun, j'allais dire, des métiers qu'exerce
qu'exercent les agents de ce pays. Et parfois même en plus de susciter la confusion avec le principe de neutralité qui lui concerne l'exercice des fonctions, et dans le cas d'exercice des fonctions qui, j'allais dire, n'a pas grand-chose à voir finalement avec le devoir de réserve. Et donc cet état de fait, pour ne pas justement laisser prospérer une forme de menace et d'intimidation qui pourrait effectivement être alimentée par une méconnaissance de ces principes, nous donne une responsabilité de rappeler et d'expliquer très clairement quels sont les droits et devoirs des agents publics, et de le faire encore une fois avec toute la nuance nécessaire et en inscrivant à chaque fois notre propos évidemment dans les réalités concrètes qu'il y a derrière ces principes et ces mots. Virginie Aldéric, sur ce sujet du devoir de réserve. Le devoir de réserve, c'est une chose qui, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, doit être mesurée, nuancée, qui corsette en effet l'expression des agents et sur lesquels, dans nos organisations, mais je crois que nous avons le devoir de réexpliquer ce à quoi il correspond dans le concret. Il est vrai que le socle de formation qui est proposé aux fonctionnaires, notamment par le CNFPT, les quelques jours qui sont obligatoires au début des prises de poste, permettent de réinterroger effectivement ces fondamentaux et de les consolider. Ceci étant, c'est bien tout au long de la carrière que nous devons être aux côtés des agents pour exemplariser et démontrer concrètement ce à quoi correspond l'exercice de ce devoir de réserve, qui n'est absolument pas le fait de nier toute capacité d'expression aux uns et aux autres. Bien au contraire, je pense qu'il y a presque une obligation d'expression de la part des agents publics, en particulier lorsqu'il y a nécessité de dénoncer ou de faire progresser un certain nombre d'éléments. Alors, il n'y a pas très longtemps, dans une manifestation qui avait lieu au Camp d'Émile sur la résistance et la résistance des fonctionnaires, j'ai lu cette phrase d'Hannah Arendt qui dit, alors à l'époque c'était pas un agent public, c'était un fonctionnaire, c'était moins global, fonctionnaire quand il n'est rien d'autre qu'un fonctionnaire et quelqu'un de très dangereux. Ça pose quand même la question de l'obligation d'obéissance. Alors on revient à l'obligation d'obéissance dont vous parliez tout à l'heure du fonctionnaire exécutant, qui apparaissait très clairement dans le texte sous le régime de Vichy. C'est plus le cas. Pour autant, laisser la porte ouverte à un droit ou un devoir, je ne sais pas comment le formuler exactement, de désobéissance, est-ce que c'est pas d'un maniement tout de même un peu difficile, voire dangereux dans un état de droit, Marie Plat? Dans ce sujet-là également. Ce que dit Hannah Arendt à l'époque, c'est dans Eichmann à Jérusalem, et elle est frappée par la ligne de défense d'Eichmann qui est de dire « je n'ai fait qu'obéir ». Et je me suis conformée aux ordres, et ce qui relevait de moi, c'était le secteur des transports, et j'ai fait ce qui devait être fait dans le secteur des transports. Sans contaminer, c'est la même histoire d'ailleurs. Et du coup... et donc c'est dans ce cadre-là qu'elle écrit ce livre, et qui par ailleurs a donné lieu à tout un tas de débats. Je pense que ce qui est important, c'est un peu de mesurer les différents risques. Sans réduire le régime de Vichy à cela, on a mesuré les risques d'une administration obéissante et servile. Et je voudrais juste vous lire des extraits du statut, parce que c'est important de savoir dans quels termes il était posé. Dans l'article 13, il dispose « Les fonctionnaires, à tous les rangs de la hiérarchie, sont soumis à une discipline fondée sur l'autorité des chefs, l'obéissance et la fidélité des subordonnés. La discipline se manifeste par une soumission constante aux lois, décrets et règlements en vigueur, et par l'obéissance des subordonnés aux ordres de leurs supérieurs dans l'exercice de leur autorité. » Et il poursuit, et c'est là que ça devient très grave, « Cette obéissance doit être entière. Toutefois, dans le cas où l'ordre reçu leur paraîtrait entaché d'irrégularité, ou s'ils estiment que son exécution pourrait entraîner des inconvénients graves, les subordonnés doivent exprimer leur manière de voir à leurs supérieurs. Si l'ordre est maintenu, il doit être exécuté. » Et on a là-dedans une rédaction qui a par ailleurs permis... Et en fait, les textes ne permettent pas tout, mais... Moi, je mesure en lisant ça, j'ai froid dans le dos en lisant ce texte et ce qu'il implique et ce qu'il entraîne. Et ce qui a été choisi, c'est de remplacer la notion de devoir d'obéissance par celui d'un principe de responsabilité du fonctionnaire, dès 1946, puis en 1983 de manière approfondie. Et ça se lit de manière très différente dans le ton. Et ça, c'est à l'article 28. Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie,
est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, donc il y a bien un principe hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Donc la place de la désobéissance, elle est très marginale et elle rend le fonctionnaire quelque part responsable de l'état de droit. C'est précisément dans ce sens-là. Et je termine rapidement. Entre ces deux polarités que sont la servilité et la désobéissance, l'enjeu, il est plus dans ce milieu-là. Et le quotidien d'un agent public, il est plutôt caractérisé par ce principe de responsabilité, d'apprécier ce qu'est servir l'intérêt général dans l'exercice de nos missions, dans la manière de rendre le service public, d'alerter quand on n'est pas en capacité de le faire, dans les contraintes qui reposent dans le fait de rendre un service de qualité à l'usager. Et je pense que s'attarder trop sur la désobéissance et sur la servilité, c'est oublier qu'on a tendance à vouloir voir beaucoup l'administration comme une hiérarchie surplombante et des agents qui ne font qu'exécuter. Or, être agent public, être fonctionnaire, c'est très loin de ça. C'est beaucoup plus fondé justement dans cette responsabilité au quotidien. On voit à quel point les propos entre deux périodes sont nuancés, pour utiliser un terme qui est utilisé par Virginie. Un dialogue sur ce sujet. Oui, alors effectivement, on voit bien dans les références historiques, j'allais dire, c'est une certaine idée de l'obéissance. C'est-à-dire, là, on parle de servilité, effectivement. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, et comme le disait Marie Plat au tout début de l'émission, il y a un vrai sujet d'équilibre, en fait, des droits et des devoirs, notamment par rapport au statut 83. Alors oui, certes, effectivement, l'obéissance à proprement parler, elle est plus dans la loi en vigueur, mais c'est un terme qui n'a pas totalement disparu du droit. Et ça, je pense que c'est important de le dire, parce qu'il est quand même présent dans la jurisprudence, et il est également présent, et c'est une expression qu'on va retrouver y compris dans le champ disciplinaire, avec le refus d'obéissance hiérarchique, le manquement au devoir d'obéissance hiérarchique, alors encore une fois apprécié avec l'ensemble des autres principes et puis des droits des agents publics. Et ce qu'on dit là, c'est important, parce que pour avoir été praticien dans une vie antérieure, c'est des notions qui sont très importantes et qui sont des chefs de sanction dans des conseils de discipline. Et donc c'est vrai que c'est toujours l'importance de la nuance, et ça vient pas du tout en contradiction avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que dans le propos qu'on tient sur les droits et devoirs des fonctionnaires, il faut toujours qu'on soit extrêmement précis, parce que sinon le propos qu'on tient peut induire en erreur les agents publics et les exposer à des suites disciplinaires. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est pas de la provocation de ma part, le terme obéissance, pas au sens évidemment de Vichy, n'est pas forcément un gros mot, mais encore une fois appréhendé dans la construction statutaire dans son ensemble. Et c'est même sans doute un principe qui est au fondement d'ailleurs de l'état de droit, parce que si on avait des agents publics qui, animés par des intentions factieuses, séditieuses et tout ce qu'on peut imaginer, je vous fais pas un dessin, décidaient de désobéir à leur hiérarchie, quel principe on pourrait leur opposer pour éviter de fragiliser l'État? Là, on a un vrai sujet, et c'est pour ça que encore une fois, quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on est en train de revendiquer l'obéissance au sens de la servilité. C'est de rappeler qu'il y a effectivement, même si le terme n'est pas employé dans la loi, hein, les praticiens l'utilisent, même les organisations syndicales emploient ce terme-là, il y a un principe d'obéissance avec ces exceptions qui sont très limitées, mais après, derrière, ce débat, et là je rejoins totalement ce qu'a dit Marie Plat, ne doit pas occulter, nous détourner du débat essentiel qui est comment, à partir des droits de l'agent public, qui font qu'il est vraiment un citoyen à part entière, il peut exercer son éthique, j'allais me dire son éthique républicaine. Parce que c'est vrai qu'à se focaliser sur ce débat-là, le risque après, c'est de passer à côté évidemment des vrais enjeux et des conseils pratiques même qu'on peut donner d'ailleurs aux agents pour permettre d'exercer cette éthique. Et c'est pour ça qu'effectivement, il ne faut pas se tromper des débats, mais ce que je dis là, bien sûr, n'est absolument pas en contradiction avec ce qui vient d'être dit. Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, qui est le mot loyauté. Alors parfois... Certaines personnes le trouvent encore un peu désuet, mais quand on parle de liberté de s'exprimer, liberté d'expression, où est-ce qu'elle commence et où elle se termine, et comment on peut la mettre en rapport avec la loyauté, Virginie Aldaï? La loyauté, sans doute dans le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, est d'abord tournée vers ce qui fait l'essence même du service public, c'est-à-dire servir
nos publics. Donc la loyauté, c'est effectivement d'abord un attendu de la part de nos agents publics pour qu'ils perçoivent au mieux les besoins qui sont ceux de nos populations et qu'ils soient au mieux en capacité effectivement de s'exprimer, donc dans une obligation d'expression pour le coup, qui va nous permettre en effet d'avoir un service public qui soit le plus en correspondance avec ce qui est attendu par nos publics. Il me semble que c'est la première des loyautés que nous pouvons faire fleurir dans nos organisations modernes, à partir effectivement de techniques de management qui sont assez loin de l'obéissance hiérarchique descendante, assez loin effectivement de la servilité qu'on vient d'évoquer, mais en même temps sur lesquelles il ne faut pas se tromper. On est dans des institutions publiques sur lesquelles il y a des décideurs et l'ensemble du processus de décision doit être respecté. Pour autant, l'ensemble du processus d'expression, de participation et donc de respect de la loyauté au service public doit être encouragé le mieux possible de mon point de vue. Est-ce qu'une des responsabilités du management, dans ce cas-là, c'est pas qu'il y ait le maximum d'espace d'expression pour les agents publics? Parce que s'il n'y a pas ces espaces d'expression, ça peut se manifester autrement, dans des comportements, des votes ou je ne sais. Je partage pleinement cette idée qu'effectivement, il nous revient dans l'ensemble de la ligne managériale d'offrir ces lieux d'expression, d'écoute, d'attention, de vigilance, de perception des positions des agents publics pour faire en sorte qu'en effet, elles ne s'expriment pas par différentes actions, qu'il s'agisse de débordements publics ou d'une expression dans les urnes qui a bien évolué chez les agents publics au fil des années qui viennent de s'écouler. Alors précisément, Marie Plavaux, vous avez dans votre collectif de nombreuses remontées d'agents. Vous me disiez que beaucoup, je reprends votre formule, n'arrivent plus à exercer leur métier en toute responsabilité ou ne sont pas en capacité de faire leur travail correctement, pour de multiples raisons. Est-ce que vous percevez une forme de glissement vers une administration qui ne peut plus s'exprimer, déresponsabilisée, parce que pas assez reconnue? Je voudrais juste revenir brièvement sur ce qu'a pu dire Bastien juste avant, sur le fait que, très brièvement, le choix qui a été fait de retenir le terme de responsabilité et non pas d'obéissance dans le statut, il est parfaitement délibéré, et je pense que la responsabilité, elle s'inscrit aussi en cohérence avec l'obligation de bien faire son travail et le respect d'un principe hiérarchique. Simplement, elle met l'agent, et c'est ce que se disait Virginie Aldric, en responsabilité d'apprécier ce qui relève de l'intérêt général, ce qui relève de la qualité du service public. Et je pense qu'on a une responsabilité immense à l'heure où on ne parle que du devoir de réserve, où le débat public parle d'obéissance et a continué d'en parler, y compris dans un moment où on risquait d'avoir l'extrême droite au pouvoir. On a une responsabilité immense à déplacer l'endroit de la discussion sur la responsabilité des agents publics. Et sans les envoyer au front seul, parce que je partage le risque que ça entraîne pour les agents, mais c'est précisément le sens de collectifs qu'on forme, c'est précisément le sens et l'utilité des syndicats dans de telles périodes. Donc l'enjeu, il n'est pas de dire prenez des risques seuls, il est de dire vous êtes responsable et emparons-nous collectivement de cette responsabilité. Et d'ailleurs, de nombreux agents le font. C'était important que vous le précisiez. Revenons à alors, Bastien, je vous en prie. Et puis après le débat, mais je pense qu'on converge effectivement, parce que l'enjeu est effectivement, personne aujourd'hui ici ne renvoie le fonctionnaire isolément à sa responsabilité individuelle. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, des conseils pratiques qu'on peut donner aux agents publics. Alors, c'est vrai qu'il y a la notion de responsabilité, mais dans le statut, alors je suis d'accord que le terme obéissance n'apparaît pas, il y a l'idée de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique. Mais encore une fois, c'est pas le principe premier du statut, et on est d'accord, tout est dans l'équilibre avec les autres principes. Et là où c'est insidieux et là où il y a parfois de la malhonnêteté intellectuelle, c'est quand des responsables publics rappellent cet article, mais en oubliant tout le reste en fait. Et donc là-dessus, je vous rejoins totalement, et c'est pour ça que, encore une fois, tout est dans l'économie des droits et devoirs des agents publics, et c'est très important qu'on soit précis et complet sur le sujet. Alors, par rapport à ma question, peut-être un peu plus brièvement que prévu. Absolument. En tout cas, nous, votre question, elle
Elle se raccroche à en tout cas 2 travaux qu'on a menés avec le collectif. Le premier, qui était une enquête sur la perte de sens des agents. Il y a 3000 agents qui ont répondu à une enquête qu'on a menée sur la perte de sens, et 80% d'entre eux déclaraient être régulièrement ou très fréquemment confrontés à un sentiment d'absurdité dans l'exercice de leur mission. Plusieurs raisons étaient citées: le manque de moyens, les injonctions contradictoires. Par exemple, mettre en place des subventions dont les coûts de gestion sont supérieurs à l'aide versée. Donc pareil, dans le sens d'une responsabilité des agents publics, là il y a un problème et l'agent n'est pas écouté dans le fait de faire remonter ce problème. L'impression de servir un intérêt particulier plutôt que l'intérêt général, etc. Je suis pas sûre que ce soit un glissement d'une administration qui a été déresponsabilisée. En revanche, ce qu'on a démontré là dans une autre publication, notre rapport sur l'état des services publics, c'était un écart croissant entre des besoins qui ont des besoins sociaux qui ont massivement augmenté sur les dernières décennies et des moyens qui ont augmenté, mais pas du tout à la mesure de la hausse de ces besoins sociaux. Et donc on se retrouve avec des agents et des services publics qui ne sont pas à la mesure de ces besoins, des agents qui alertent, et donc j'ai cité une tribune de soignants, je peux aussi citer une tribune de 3000 magistrats qui alertent sur une justice maltraitante, et c'est des magistrats, donc ça emporte aussi encore plus de difficultés pour eux dans la prise de parole. Et donc je pense qu'il y a eu un refus d'admettre qu'il y avait des besoins sociaux qui croissaient, et une forme de non-choix où on a continué avec des besoins, des moyens qui augmentaient marginalement, et en face, on a continué de subventionner des acteurs privés qui, dans leur fonctionnement même, rendent la tâche plus compliquée aux services publics, que ce soit les écoles privées ou les cliniques privées. Et donc, je pense qu'il y a une grande importance à réaccorder de la dignité à la prise de parole des agents publics et à en faire un outil de construction des politiques publiques. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. J'imagine que Virginie Aldrich, sur la montée des besoins sociaux, comme directrice générale d'un département, c'est quelque chose que vous percevez, mais c'est plus sur autre chose que j'aimerais vous faire réagir, parce que malheureusement, on a un temps qui est limité. Une question que je voudrais poser à vous, Virginie, et à vous, Bastien, c'est sur quelle réponse vous faites à ceux, parce qu'on les entend, qui pensent aujourd'hui que le débat que l'on a, il n'a pas lieu d'être, quoi, que c'est se mettre en travers de l'expression du suffrage universel que vous évoquiez tout à l'heure, voire être des fonctionnaires qui sortent de leur place et sont un peu militants, quoi. Moi, je pense qu'il n'y a pas de militantisme partisan dans le fait de considérer que, comme responsable public, quel que soit le niveau des responsabilités qui sont les nôtres, une partie de ce que nous avons à faire est de poursuivre cette éducation, cette information, cette aide à la compréhension, à la décision, confère effectivement mon propos liminaire sur le citoyen augmenté. Donc je pense qu'il n'y a aucun propos partisan dans une telle démarche. Au contraire, il me semble que c'est un propos qui s'inscrit complètement dans j'allais dire, devoir et responsabilité du décideur public vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs avec lesquels il travaille. Si nous voulons que les collaborateurs qui sont au plus proches des besoins sociaux identifiés nous alertent en temps et en heure dans de bonnes conditions pour que nous mettions en place les bonnes politiques publiques appropriées, nous devons avoir ce débat et nous devons offrir ces espaces et nous devons faire en sorte que information, formation soient un peu les maîtres mots de notre travail managérial. Je vais juste vous faire une petite anecdote, vous faire part d'une petite anecdote qui est vraiment très récente et qui est autour de la thématique de la transition écologique, qui est un thème on ne peut plus d'actualité et on ne peut plus sensible et facile à percevoir dans ces manifestations concrètes. Donc la semaine dernière, on a fait effectivement une séquence de
formation pour nos cadres dirigeants au niveau de la collectivité. Et j'étais mais tout à fait stupéfaite de voir à quel point ce qui me semblait des éléments fondamentaux d'information, de connaissance, de prise de conscience n'était pas acquis par les uns et par les autres. J'en suis sortie absolument renforcée dans ma détermination à faire en sorte que nous poursuivions cette mission d'information purement citoyenne et également totalement dédiée au service public pour que les décisions soient les plus éclairées possibles. Bastien Talloc, sur ce sujet. Alors, sur la réponse, effectivement, qu'on peut faire à ceux qui, alors parfois pour des raisons politiques ou tout simplement en étant éloignés du débat et finalement peu au fait de ce qu'est le statut de la fonction publique et ce que c'est que d'être fonctionnaire. Je dirais un peu dans le sens d'ailleurs de ce qui a été dit par Virginie Aldric, ça ne fait pas du fonctionnaire un militant, parce que au-delà de la liberté d'opinion et d'expression propre de l'agent, quand il rentre chez lui, j'allais dire, ce rôle et ce questionnement, ils sont au fondement même de l'ordre républicain et du cadre déontologique dans lequel le fonctionnaire agit. Et quand je dis il agit, c'est même dans le cadre de ses fonctions. Et c'est là toute la particularité d'un fonctionnaire, c'est que il n'a pas été simplement recruté pour exercer un métier, pour exécuter des ordres. Il est vraiment, et ça peut sembler un peu, un peu cérémonial ce que je vais dire, mais les agents publics sont d'abord dépositaires des valeurs républicaines et du respect des principes de notre ordre constitutionnel. Et donc à ce titre, si dans le cadre de leur fonction et dans le fonctionnement quotidien du service public, ils constatent, et ils sont amenés à constater que les ordres qu'on leur donne, que ce soit d'ailleurs des ordres de faire ou de pas faire, contreviennent à notre état de droit et à notre ordre constitutionnel, ils sont évidemment pleinement légitimes à se questionner. Et pour revenir quand même sur l'idée du suffrage universel, il est important quand même de rappeler, et là mon propos n'est pas politique, c'est de rappeler tout simplement ce qu'est une constitution dans un pays. Nos équilibres institutionnels, ils sont pas uniquement dépendants de l'expression du suffrage universel. Ça veut pas dire qu'ils sont antidémocratiques, mais ils relèvent pas d'une majorité simple. C'est parce qu'une majorité simple déciderait, parce qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale, qu'on a le droit de défaire quelque chose, que ça suffit évidemment pour considérer que cette intention, elle est légitime. Et là, je crois que c'est important de rappeler quelque chose, parce que il faut pas non plus tomber dans des postures héroïques de la part des agents publics, en tout cas d'inviter dans cet exercice-là, parce que c'est ce qui fait la force de notre ordre constitutionnel, mais en même temps, sa force n'est pas une permanence. Les institutions démocratiques, malheureusement, j'allais dire, elles sont réversibles, elles sont vulnérables, et il est important de rappeler aussi à nos concitoyens que les fonctionnaires ne sont pas nécessairement le premier rempart contre les attaques qui pourraient être perpétrées contre l'état de droit. Ils ont un rôle à jouer dans le fonctionnement, évidemment, du service public au quotidien et dans leur métier, mais il faut rappeler aussi les institutions à leur rôle, et rappeler aussi tout simplement que par l'exercice de leur vote, les concitoyens ont évidemment une responsabilité dans la sauvegarde de notre ordre constitutionnel. Alors, il nous reste 3-4 petites minutes, c'est très très bref. Il y a quand même une question importante sur laquelle j'aimerais avoir votre avis à tous les trois. On a l'impression parfois, et à tort, que les questions qu'on se pose sont un peu l'apanage des hauts fonctionnaires, alors qu'en fait, elles concernent tous les niveaux de la chaîne hiérarchique. Comment, en quelques mots, chacun de vous trois peut donner quelques conseils à des agents? Quels sont les leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer? Virginie, Marie et Bastien. Se former, je crois que c'est peut-être certainement la meilleure recommandation, se former, s'informer, être acteur de son processus de connaissance et par cette responsabilité dont on vient de parler, pouvoir assumer pleinement un rôle au sein de la société, à la fois dans son action professionnelle et à la fois dans son positionnement personnel. Question qui est posée, qui pose la question au management aussi des organisations. Clairement. Je pense effectivement que c'est, et ça faisait partie des choses auxquelles j'avais pensé en préparant cette émission, les questions qu'on se pose, elles ne sont pas théoriques et elles ne relèvent pas que des fonctionnaires. C'est un enjeu pour les usagers, pour être sûr d'avoir un service public de qualité et d'avoir une espèce de courroie de transmission de leurs griefs. Et c'est évidemment une question pour tous les agents, en particulier ceux qui sont au contact direct des usagers, en guichet, etc. Et ce qu'on fait dans le collectif, c'est mettre les agents en lien, leur permettre de se parler, de comprendre leurs responsabilités. Et donc, moi je dirais faites collectif et prenons nos responsabilités ensemble. Bastien.
Alors c'est très important effectivement ce que vous disiez, parce que on parle souvent des hauts fonctionnaires, c'est vrai, et je pense que au sein des collectifs, on veille justement à rappeler que ce sont les agents parfois qui sont éloignés des centres de décision politique qui peuvent être les plus vulnérables, parce qu'ils n'auront pas forcément, dans une perspective, alors qu'on ne souhaite pas évidemment, mais où ils seraient destinataires d'ordres, d'instructions qui sont contraires à l'état de droit. Évidemment, ça les prive d'avoir le contexte de l'ordre qui leur est adressé, et donc d'exercer cette éthique dont on parlait tout à l'heure. Alors, au niveau des conseils, il faut rappeler aussi qu'il y a un certain nombre de cordes de rappel dans l'environnement proche de l'agent. Les référents déontologues peuvent être des interlocuteurs pour les aider à lire et avoir le contexte des ordres qui peuvent être reçus, et notamment apprécier si l'ordre est manifestement illégal et compromet gravement l'intérêt public. Le dispositif d'alerte, il est essentiel, d'autant plus qu'il est plus subordonné maintenant au préalable d'avertir sa hiérarchie, et ça, je crois que c'est très important, parce que ça le rend plus protecteur pour les agents. Et enfin, Marie Plat parlait des collectifs, je souscris totalement à ce qu'elle a dit, les organisations syndicales. C'est très important de rappeler le rôle des organisations syndicales. Par leur rôle de représentation, elles peuvent capitaliser sur toutes les situations individuelles et locales, montrer aux agents qu'ils ne sont pas seuls dans certaines situations. Et après, là on parle de choses qui sont plutôt de l'ordre juridictionnel, quand vraiment ça tourne mal. S'il y avait des mesures de représailles contre les agents publics par des mobilités, etc., contraintes, eh bien, les organisations syndicales, elles ont des leviers à leur disposition, et notamment, ce qui n'est pas toujours connu, une action collective qu'elles peuvent actionner devant les tribunaux administratifs pour contester justement les décisions dont plusieurs fonctionnaires feraient l'objet. Et ça, je crois que c'est important, évidemment, de le rappeler. Bien, c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter. Merci à vous trois pour la générosité et la diversité de vos propos. Merci à la Casdin Banque Populaire d'avoir permis cette émission, et à VECA. Et à bientôt.